Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Entre guerre en Iran et bataille pour 2027, ces municipales, je vous rappelle qu'on vote dans 3 jours, faut-il le rappeler, sont-elles faussées? Nous sommes en droit de nous poser la question ce matin avec nos 2 invités. Bonjour à vous, Paul Sébille. Bonjour. Vous êtes analyste d'opinion, rédacteur en chef de la revue Hexagone. Et vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour Jean-François. Bonjour, vous allez bien? Oui. Spécialiste en communication, en politique. Vous enseignez également à Sciences Po Paris. Je vais vous poser la question à tous les deux très rapidement sur cette France. Est-elle privée des campagnes municipales? Pour nous mettre en ambiance, je vais peut-être donner la parole tout de suite à Dominique qui nous appelle de l'île Jourdain. Bonjour Dominique, vous êtes en ligne, j'imagine. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour oui. Dominique, bienvenue. Oui, merci. Et je vous donne la parole parce que vous êtes préoccupé, comme un grand nombre d'auditeurs qui nous appellent ce matin, par les prix de carburant à la pompe qui viennent impacter ces hausses de prix, cette campagne des municipales. Je vous pose une question, Dominique. Vous irez voter ce dimanche ou pas? Ah, tout à fait. Et alors, j'invite beaucoup de monde à aller voter. Oui. J'ai fait partie d'une liste, moi, plusieurs fois. Je ne suis pas passée au second tour. Mais il faut absolument aller voter parce que c'est notre façon à nous de pouvoir dire notre opinion. Vous pensez que la campagne, on va dire 2 mots sur ce qui vous préoccupe ce matin, mais justement c'est le sujet, vous pensez que cette campagne est escamotée? Tout à fait. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans le Gers, mais est-ce qu'on parle vraiment de la vie locale, ou alors est-ce que on est obsédé par ce qui est, à juste titre, par les prix des carburants, ça vient tout de suite, et la guerre, la menace de guerre, les bruits de bottes partout? Non, pour l'instant, nous, on n'est qu'une petite ville de presque 10 000 habitants. Oui. On parle beaucoup de nos soucis, entre guillemets, citoyens. Après, je ne fréquente pas les endroits où on peut en parler, dans les bars, des choses comme ça. Mais moi, ce que j'entends de tous les côtés, c'est ça, c'est que nous parlons surtout de nos petits problèmes au quotidien. C'est pas des petits problèmes, ce sont des problèmes de réalité. D'un mot à la pompe, Dominique, il y a quelque chose qui vous interpelle. Moi qui m'interpelle depuis très longtemps. Donc au début de la guerre, nous avions 15% du pétrole qui passait par ce détroit. Depuis cette semaine, maintenant il y en a 20%. Donc bravo parce qu'ils arrivent à faire 5% de plus avec la guerre. Donc ça c'est très bien. Mais alors les 80% qui restent, ça vient d'où et comment ça se fait que ces 80%, ils sont impactés à la même façon? Oui, mais en fait, le problème du détroit d'Ormuz, c'est que les 20% suffisent à déstabiliser tout le marché de l'OPEP et au fond tout le système de concurrence et de prix au niveau mondial. C'est l'élément d'un tout. C'est un baril sur 5 quand même. C'est ce qui est énorme au niveau mondial. Et si vous bloquez cette production-là, c'est tout l'équilibre qui se voit déstabilisé. Mais votre question est très légitime, Dominique. Vous avez raison de poser la question. On a envie de se dire, si c'est 20%, servons-nous ailleurs. Mais c'est ce qui fait monter les prix, justement. Et vous avez aussi un blocage avec la Russie, vous avez tout un système imbriqué de distribution mondiale. Il faut pas être contrarié quelque part, sinon c'est tout l'ensemble qui tremble. Voilà, donc en fin de compte, il faudrait... C'est vrai que là, c'est très important ce qui se passe là-bas, parce que c'est pas normal, mais il faudrait que les gens nous expliquent, justement, sur ce point-là. Pourquoi ces pourcentages-là, et pourquoi les autres? Donc il faudrait... plutôt que de parler que de ce détroit, de parler de tout ce qui se passe partout, parce qu'il n'y a pas que là, il y a d'autres endroits aussi où il y a des guerres et qui impactent aussi sur ce... Donc là on est vraiment focalisé là-dessus parce que c'est pas normal, mais je pense qu'il faudrait de temps en temps quand même remettre tout à plat. Pourquoi ça impacte autant. Nous sommes là pour ça. Merci en tous les cas Dominique pour cette interrogation très légitime depuis l'île Jourdain dans le Gers. Avec vous, Paul Sébille, vous voyez bien les préoccupations, j'ai pas envie de dire des Français, de nos auditeurs sur Sud Radio qui appellent depuis ce matin à juste titre. Effectivement, ces préoccupations vitales, les fins de mois, le prix de l'essence tout de suite, l'incompréhension, comme le disait Dominique à juste titre à l'instant, de comment ça marche tout ça. Bon, on va pas revenir là-dessus forcément, c'est pas le but ce matin. Vous pensez que cette campagne des municipales est faussée désormais à cause de tout ça?
Ce que disait Dominique, c'est que justement, on voit que les gens essaient de chercher à comprendre. Donc peut-être ils essaient de comprendre la crise internationale et les conséquences sur leur quotidien. Donc ça les préoccupe de fait, et donc ça leur occupe l'esprit un petit peu plus que d'habitude. Et aussi parce qu'au niveau national, donc au niveau de la politique nationale, il se passe pas grand-chose en ce moment. Donc ça laisse évidemment un espace vide pour d'autres préoccupations. Alors après la question c'est est-ce que le prix à la pompe peut être avoir une solution au niveau local, ça c'est pas très clair évidemment, c'est même peu probable. Donc je pense que d'un côté les gens sont occupés, leur esprit est occupé à autre chose que les municipales, mais par ailleurs le vote va s'approcher là dans quelques jours. Ils vont quand même se pencher sur la question. Il y a d'autres préoccupations qui vont rentrer en jeu. Je pense que quand même malgré tout, il y aura un retour sur l'intérêt de la municipale quand même. Philippe Moreau-Chevrollier, vous êtes optimiste pour dimanche ou pas? Sur la participation? Oui. Oui, mais en fait, les médias nationaux ont très peu parlé de la campagne. Et ça, c'est vrai. Mais les médias comme Sud Radio, on est plus branchés sur les territoires. En fait, on en parlait beaucoup quand même. Et je pense que pour les gens, il y a deux régimes. Il y a le régime de la presse nationale où on a le sentiment que les élections municipales n'existent pas. Et puis il y a la presse qui est de presse de terrain et qui, elle, en parle beaucoup. Les candidats font campagne. Ils sont sur le terrain, ils se présentent, ils parlent, ils font des choses. Donc l'Iran éclipse un peu tout, c'est vrai, mais sur les écrans, mais les candidats sont quand même présents. Les candidats sont présents sur le terrain. L'énigme, c'est la campagne parisienne, parce que la campagne parisienne, pour le coup, comme elle est essentiellement relayée par les médias nationaux, on ne sait pas très bien ce que vont en penser les électeurs. Est-ce que la météore Sarah Knafo va faire juste un plouf, vous savez, un pchit, comme disait Chirac, et passer dans le ciel parisien et s'écraser quelque part? Ou est-ce qu'elle va s'installer durablement? Est-ce que Bournazel, qui est poussé par les macronistes contre Dati, qui pourtant elle-même est macroniste aujourd'hui, va réussir à court-circuiter la candidature Dati? Est-ce qu'il y a une alternance ou pas? C'est vrai que ce qui se passe à Paris, c'est souvent le cas avec les municipales. Il y a Paris, Lyon et Marseille. Il y a PLM et puis il y a le reste qui est passionnant aussi. Marseille est encore plus intéressant, si on peut dire, parce que là, il y a un risque RN réel. Paul Sébi, je rebondis sur ce que dit à l'instant Philippe Moreau-Chevrollier. Est-ce que c'est l'autre aspect, c'est ce que ce scrutin qui arrive souffre d'une forme de nationalisation des enjeux des municipales qui deviennent de fait, on est à 1 an, ou un peu plus à peine, mais une sorte d'antichambre de l'élection présidentielle. Dans les sondages, on le voit pas trop. Les gens disent se positionner plutôt sur des enjeux locaux pour se décider que des enjeux nationaux. Bon, après, il y a évidemment un deuxième volet qui est plus on en parlait sur le discours médiatique, ce que les médias traitent. Évidemment, Paris, la capitale, les autres grandes villes ont une importance dans le débat. Donc, il y a deux niveaux un peu de lecture. Je pense que les gens, quand même, vont se positionner sur des enjeux plutôt locaux que sur des enjeux nationaux. Maintenant, il faut pas oublier quelque chose, c'est que dans la plupart des villes, au premier tour des municipales, on saura déjà qui est le maire. Soit parce qu'il n'y a qu'une seule liste dans 68% des communes de France. Et ça concerne 25% de la population. Donc ça veut dire que les gens n'auront pas de choix spécifique. Et dans le reste, jusqu'à 80%, il n'y a que 2 listes. Donc c'est-à-dire que dès le premier tour, on saura qui est le maire. Donc de fait, je pense que ça va se déplacer, les enjeux se déplacent vers les grandes villes, là où il y a beaucoup de listes. Parce qu'il y aura encore un deuxième tour. Voilà, mais il y aura ce que les gens voient à la télé, puisque eux vont voir sur le terrain. Évidemment, il y a les gens, on disait, les candidats font campagne, c'est peut-être ça qui touche plus les citoyens et qui va les motiver à se déplacer, ça c'est sûr. Tiens, je m'empare de ce que vous dites, Paul Sébi, avec vous, Philippe Moreau-Chevrollier, 68%, donc avec des listes uniques. Oui. Mais c'est à qui la faute? C'est la parité? La faute, c'est que personne... Vous savez, c'est la nouvelle règle. Non, moins de 2000 habitants, il faut la parité maintenant. Personne n'a envie de devenir maire, Jean-François. La faute, c'est que le métier est devenu abominable. On sait que c'est ça le problème. Ah oui, j'ai conseillé des maires j'en ai conseillé un qui a fait une dépression, un burn-out en cours de mandat, démission, etc. Il a été remplacé. Enfin, je veux dire, c'est épuisant. D'abord, contrairement à ce qu'on pense, vous gagnez pas grand-chose. C'est pas bien payé. Faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est pas évident à comprendre. C'est pas parce que vous êtes élu que vous êtes bien payé. Un maire n'est pas bien payé. Ouais. Que fait un maire? Il répare absolument tout ce qui se passe dans votre quotidien. C'est H24. C'est H24. Oui. Et il passe sa journée, littéralement, de 7h du matin à minuit, 1h ou 2h du matin, à gérer des problèmes, en se faisant engueuler parce qu'il est à portée de baffe. Parfois littéralement à portée de baffe. Personne n'a envie de faire ce job, en réalité, aujourd'hui. Très peu de gens. Alors, dans les grandes villes, oui, parce que c'est autre chose. Oui. Quand vous êtes maire de Paris, vous fréquentez Leonardo DiCaprio, ça suscite des vocations. Mais quand vous êtes dans une petite ville rurale, il faut vraiment avoir la foi, en fait.
C'est ça la réalité des maires. Hein. Paul Sébille, intéressant ce qui est dit. Il y a la question sur ces élections faussées en 2026 par rapport à 2027, par rapport à la guerre qui occupe les écrans. Puis il y a ce problème de fond. Vous avez bien fait de le soulever, ce lièvre des 68% à liste unique. D'accord, il y a la dureté de ce mandat de maire où vous êtes sollicité. Vous avez raison, Philippe. On gagne rien quand on est maire et on passe sa vie à trimer. Mais dites-moi, Paul Sébille, vous pensez que la parité n'a pas joué là aussi? Parce que c'est cette nouvelle règle, les 1000 habitants désormais en dessous, il faut la parité aussi. Il n'y a pas forcément toujours une règle qui peut être applicable dans des petites communes. Alors la parité, c'est la cause, elle est indirecte, puisque la parité a fait que avant, on avait une liste et on pouvait rayer des noms, rajouter un nom et composer un petit peu son conseil municipal quand on était dans une commune de moins de 1000 habitants. Maintenant, on a décidé qu'il fallait une parité dans les conseils municipaux, même dans ces communes-là. Donc, il fallait évidemment des listes fermées, c'est-à-dire des listes déjà préparées. Et donc, forcément, on peut pas créer dans une commune de 500 habitants 2-3 listes avec des dizaines de noms. C'est pas possible, même si la loi permet évidemment une forme de ça devient souplesse. Compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, indirectement, ça a causé ça. Mais le vrai problème, c'est la fin du panachage, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette possibilité d'enlever des noms qui va sans doute, moi je le crains en tout cas, aggraver le problème qu'on évoquait du maire qui est très souvent critiqué, puisque là, ça va recréer au niveau local ce qu'on voit déjà au niveau national, c'est-à-dire un conseil municipal un petit peu coupé de la réalité de son terrain. Alors c'est un peu plus compliqué quand on a une petite commune, mais quand même, parce que les électeurs n'auront pas possibilité de dire lequel des candidats qui sont élus au conseil municipal a leur préférence. Et donc ça va se déplacer évidemment pendant le mandat et donc créer des tensions supplémentaires dans ces communes qui en ont déjà beaucoup. Alors c'est une crainte, c'est pas sûr que ça va se réaliser, mais c'est évident que c'était le seul élu qui gardait encore une forme de confiance. Et ça risque d'être un peu égratigné à cause de ça, quand même. Alors, ces élections sont-elles faussées? Est-ce qu'au fond, les municipales ont bien changé de visage désormais? Oui ou non? Ou est-ce qu'on n'a pas connu ça jadis? Philippe Moreau-Chevrolet, Paul Sébille, vous allez répondre à des questions dans un instant après la pause, notamment sur le maire qui est toujours la figure populaire, l'élu préféré des Français. Est-ce que, vous disiez à portée de baffe, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que lui aussi, désormais, est-il victime du désamour croissant des Français vis-à-vis de la politique? Nous évoquerons également les forces politiques en présence. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de duplication désormais dans les municipales de ce que nous voyons à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire cette vie politique qui énerve à peu près tout le monde puisque rien n'avance? Nous en parlons dans un instant avec ces listes RN et LFI qui désormais sont présentes dans toutes les grandes villes de France. À tout de suite. Vous nous appelez à 0826 300 300 si vous voulez réagir pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. 0826 300 La Vérité en face, et nous penchons ce matin sur les élections municipales, premier tour ce dimanche, et oui, et des municipales faussé, il faut le dire, par le débat national, par la situation internationale, la guerre en Iran. Philippe Moreau-Chevrolet, le maire, vous aviez évoqué tout à l'heure à portée de baffe le statut de l'élu qu'il faudrait forcément revisiter. Mais est-ce que le maire aujourd'hui ne subit pas lui aussi le désamour des Français vis-à-vis de la politique? Si, sa cote de popularité s'effrite de sondage en sondage. Il perd en popularité. Il y a aussi une hausse des violences et des incivilités très fortes à l'égard des maires. Il y a des maires dont les maisons sont attaquées, dont les enfants sont menacés parfois. On a beaucoup de faits divers qui impliquent des maires aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que la politique est devenue incapable. Et on a envie d'une résolution immédiate des problèmes. Et quand le maire n'est pas disponible, n'est pas pleinement engagé, on devient assez vite violent. On constate ça avec les parents d'élèves aussi, oui, vis-à-vis des profs. Moi, je suis élu scolaire. On constate la même agressivité parfois. Et ça, c'est la violence qui vient c'est un problème général, dans les mairies, dans les écoles. C'est vrai. Et dans les écoles, et les maires sont c'est vraiment le point d'entrée. Quand vous voyez votre maire dans la rue et que vous avez un problème de voirie, un problème d'ordures qui sont pas relevées, etc. Vous allez le voir et vous lui demandez une solution. S'il ne fournit pas la solution, autrefois il y avait un respect de la fonction de maire. On se disait quand même il est élu, c'est un notable. Aujourd'hui il n'y a plus de respect et on va jusqu'à la colère.
et on peut même s'en prendre à lui. C'est nouveau, c'est vraiment très nouveau, et je pense que ça vient du fait que la politique a perdu son statut en France, qui était un statut fédérateur, respecté, et finalement, à force de mettre des amateurs au pouvoir, quelque part, les gens ne respectent plus ce type de profil. Paul Sébille, rédacteur en chef de la revue Hexagone, vous êtes sur le même constat similaire de Philippe Moreau-Chevrolet. Il y a l'exemple national, il y a une espèce d'affaissement peut-être de la compétence. On va peut-être pas citer de nom, ou allez-y, si vous voulez, faites-vous plaisir. Le maire, il subit ça en cascade au bout de la chaîne ? Oui, de toute façon, c'est un phénomène qui est général, qui ne concerne pas tel ou tel parti. Mais c'est surtout que le maire, il est un petit peu pris en tenaille, même beaucoup. Entre, d'un côté, les citoyens voient bien que la politique nationale est défaillante, qu'elle ne répond plus à leurs attentes. Donc, ils ont des fortes attentes, justement, une frustration. Et le maire est, ce qu'on disait, la figure politique visible. Et elle est elle-même, cette figure, prise en tenaille entre l'État qui grignote un petit peu de ses compétences, les communautés de communes, la complexité administrative, de manière générale. Et je pense que les Français, et c'est un peu la faute pas à personne, je dirais, mais presque, c'est-à-dire que c'est le système qui s'emballe avec cette complexité, ce désamour, les fautes des élus nationaux, mais aussi parfois locaux, faut le dire. Les maires, il y a différents types de maires, et certains ne font pas tout bien. C'est bien la raison pour laquelle certains ne sont pas élus, etc. Mais donc il y a un sentiment un peu général de dégradation, évidemment, de la relation, et aussi de manière plus générale en France, une cassure un peu, une dégradation de la confiance interpersonnelle, c'est entre les gens. Il y a un peu de ça aussi, beaucoup. Déjà que c'est mal payé, si en plus vous vous faites agresser, d'où crise des vocations. Philippe Moreau-Chevrolet, autre aspect, RN et LFI en pointe, pour ce cru 2026 avec des listes. C'est ce qu'il faut regarder en priorité. Et c'est la duplication de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, un peu quand même. C'est ça. Mais c'est surtout que c'est les meilleurs communicants. LFI et le RN et Reconquête avec Sarah Knafo à Paris, c'est ceux qui savent le mieux communiquer. Ils utilisent les réseaux sociaux. Il faut savoir que les Français quand même sont sur les réseaux sociaux 3, 4, 5 heures par jour. Et vous avez des candidats, encore aujourd'hui, je vais pas les citer, mais qui sont candidats dans des grandes villes et qui vous disent les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est pas mon truc. Bon, si parler aux Français c'est pas ton truc. T'es peut-être pas fait pour faire des élections. Et il se trouve que ces partis-là savent le mieux aussi imposer leur agenda dans l'actualité. Vous savez, la force de Trump, qui est un vrai populiste, c'est d'imposer son agenda dans l'actualité. Trump se réveille le matin, il fait un truc, Jean-François Aquili en parle à midi. Forcément. Voilà, forcément. Mais ça, c'est une puissance incroyable. Et ces partis-là savent le faire. Et du coup, c'est eux qui vont être un petit peu l'élément à regarder dans ces élections. À Marseille, où le RN peut prendre une mairie, quand même, ce serait la 2e ville de France. À Nice, où Ciotti peut ramener au RN aussi une ville. À Paris, évidemment, où on a Knafo qui peut faire chuter Dati, ou LFI qui peut faire chuter Grégoire. Donc ça va être... Est-ce qu'ils vont arriver à avoir des maires élus? Est-ce qu'ils vont faire chuter des gros maires? C'est ça qu'on attend. Je vais vous donner la parole, Paul Sébille. Il reste que 2 minutes, ça va trop vite. Vous êtes en direct, Dominique, bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. D'où est-ce que vous appelez, Dominique? Alors j'appelle de Haute-Garonne, dans un petit village au sud de Toulouse. Allez, vous avez très peu de temps, mais je tiens à vous donner la parole, c'est important. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu ? C'est pas tout à fait ça. Il y a un point avec lequel je suis en désaccord, c'est sur l'aspect financement des maires. Il faut savoir que dans ces petits villages, les maires sont quasiment des bénévoles. Alors, si maintenant on veut leur payer, il faut savoir que ça part du budget de la municipalité et que ça fait un trou quand même assez énorme parce que les dotations de l'État et les dotations diverses sont en baisse. Donc, c'est un boulot comme les conseillers municipaux, comme les adjoints quasiment. Bénévolat. Ce sont c'est du bénévolat. Et là, par contre, où votre personne que vous interviewez a raison, il peut y avoir des gens violents si on ne répond pas à leurs besoins. Mais le problème, c'est que les maires n'ont plus beaucoup de pouvoir. Et vous parlez d'expérience, j'imagine, Dominique. Apparemment, vous parlez d'expérience. Vous parlez d'expérience. Oui, absolument. D'accord. Vous êtes maire, vous avez été maire. Non, j'étais conseiller simplement conseiller municipal. Mais quand même, d'accord. Voilà. Dominique. Et ils n'ont plus beaucoup. Oui, merci pour ce témoignage. Vous savez, c'est trop bref, parce que l'heure tourne, mais vous validez cette idée que quand même c'est une vocation, et dans les petits pays, il faut que ça reste ça, Dominique. C'est ce que vous nous dites ce matin. Exactement. Par contre, même quelle que soit la durée,
La difficulté, c'est le pouvoir est maintenant réparti dans les administrations, dans les communautés de communes, etc. Le maire, il n'a plus grand-chose à faire, si ce n'est qu'à se faire engueuler. Et il y a un peu de vrai, là-dedans. Formidable votre témoignage, Dominique. Voilà. Merci pour avoir la concision. Pardon de vous bousculer, mais ce que vous dites est formidable, Dominique. C'est très important et ça concerne des milliers de communes. Il est temps de conclure. C'est fini. Voilà. Paul Sébille, vous n'êtes pas surpris par ce que dit Dominique. Hein. Non, pas du tout. C'est ce qu'on disait. C'est vraiment et c'est là, moi j'en veux un peu au niveau national, c'est le pourrissement un petit peu général de la politique qui retombe sur des gens un peu innocents, quoi. Ça, c'est terrible. Paul Sébille, rédacteur en chef de la revue Hexagone, et vous, Philippe Moreau-Chevrolet, juste un petit mot de la fin avec vous, quand même, tout de même. Votez dimanche, oui. Choisissez votre maire. C'est ce qu'on va faire, on va voter ce dimanche, c'est important. Je pense, c'est vraiment on va dire, vous sachiez qui vous allez engueuler la prochaine fois. Oui, et puis le chiffre de participation, pour nous, ça ne sera pas anecdotique, hein, ça sera vraiment un élément important pour des élections qui sont souvent populaires. Allez, Valérie Expert s'installe. Bonjour Valérie, bonjour et bienvenue. Mettez-vous d'accord. Mettons-nous d'accord. Écoutez, on va revenir effectivement à l'approche de ce vote de dimanche sur cette campagne, la violence parfois. Tous les coups sont-ils permis? On va en parler évidemment avec vous, auditeurs de Sud Radio, ce qui s'est passé à Nice en particulier. C'est quoi le problème avec Félix Mathieu? Bien, les différences salariales entre hommes et femmes, ça ne s'arrange pas, en particulier chez les cadres. Donc, dites-nous si vous êtes vous salarié, que vous remarquez que vos collègues masculins ne sont pas traités de la même manière. On en parle avec vous dans un instant. Bonne émission. Merci.